Nous allons reprendre pour notre session de la matinée. Alors, Alix est en train de vous distribuer des feuilles imprimées qui vont vous servir de support visuel pour les 2 prochaines communications. Donc, nous allons maintenant entendre Patrick Morus, qui est professeur émérite de langue et littérature coréenne à l'INALCO. Je suis très contente d'accueillir des chercheurs de l'INALCO, puisque j'ai une grande affection pour l'INALCO moi-même. Et donc, il est aussi professeur invité à l'université Kim Il-sung de Pyongyang, directeur de la collection Lettres coréennes chez Actes Sud, animateur des revues Tangun chez l'Harmattan et revue tangun.com, je le prononce sûrement très mal, j'en suis navrée, et traducteur des littératures des 3 Corées. Et donc, il va nous parler de la revue Sonyeon. Voilà, je vous laisse la parole. Oui, ça marche. Bonjour à tous, merci beaucoup. Ça vieillit toujours terriblement, ces mini-biographies, là. Même très court, c'est un coup terrible à prendre. Ça, c'est pas moi. Choses, hein. Non, il y a quelqu'un qui fait... Ah non, ça va. Tant que c'est... Vous allez présenter des images ? Non. Ah, vous les avez en papier, moi je date de la pierre taillée. Dès qu'ils ont inventé la pierre polie, j'ai abandonné les techniques modernes. En plus, j'arrive d'un pays où ça existe encore, il n'y a ni photocopieuse ni Internet. Donc j'ai fait ça à l'aéroport. Vous excuserez la qualité des images et puis du bafouillement éventuel parce que j'ai quelques heures de décalage dans les pattes. Ceci dit, j'ai été sauvé par le gong, enfin pardon la métaphore, par Christine Lévy qui a heureusement montré des tas d'images extrêmement intéressantes qui à 95% auraient pu être exactement les mêmes que les miennes, au détail près de ceux qui auront compris les titres en sinogramme, etc. Mais vu de l'extérieur, et si vous ne lisez pas le vermicelle, c'est exactement le même monde esthétique, et pour des raisons évidentes, puisque donc, je vais prendre le relais directement, nous allons quitter le côté colonisateur, pour passer du côté des colonisés, puisque je vis depuis 50... non, il ne faut pas donner de date, ça fait très mal. Depuis pas mal d'années, de l'autre côté, dans un pays qui, bien évidemment, et comme pratiquement tous les autres, a recréé sa propre narration. Et donc la Corée du Sud, puis du Nord, puis la Corée chinoise, les 3 où je travaille, ont elles aussi créé toutes leurs versions, genre Grande Vadrouille et autres, qui tiennent lieu de livres d'histoire. Hélas, mais j'ai justement cité la Grande Vadrouille pour montrer que je ne jetais pas la première pierre. Vous avez évoqué tout à l'heure, à juste titre, et c'est toujours avec des frissons dans le dos, les femmes de réconfort. Ça a été, je pense, le point de départ de mon 2e divorce. J'étais marié avec une grande féministe de Corée du Sud et elle a été un jour convoquée pour faire écrire des bouquins sur les pauvres femmes de réconfort et tout, ce qu'elle a accepté de faire pour un régime qui aurait pu être un tout petit peu discuté avant d'accepter. Et il s'agissait simplement de dire que les femmes de réconfort, en tant que femmes et en tant que coréennes, ce qu'elles étaient, ont été martyrisées par des Japonais, hommes, fascistes, colonisateurs, etc. C'est-à-dire tous des paradigmes qui sont totalement exacts, à ceci près que quand on les applique tels quels, systématiquement et à tout moment, on est quand même un tout petit peu dans les structures plutôt qu'autre chose. Et j'ai fait de la documentation pour elle, et je lui ai rapporté un jour tous les documents de tournage d'un film que vous avez forcément tous vu, qui est Le Pont de la rivière Kwai. Des super-héros, des gros méchants, et puis un anglais un petit peu bizarre au milieu. En oubliant qu'à chaque fois, j'imagine à peu près tout le monde, que l'action se passait en Thaïlande, avec des superbes Thaïlandaises toutes plus belles que les unes de les autres, oubliant que la Thaïlande était en guerre du côté japonais pendant la guerre, et que dans ce camp dont le commandant était japonais, les gardiens qui étaient là et qui ont tous été fusillés par les Anglais à la Libération étaient tous coréens. Autrement dit, les femmes de réconfort qui, je pense, sont parties, je ne veux pas comparer des victimes, non, je ne veux rien dire, mais enfin, bon, en gros, elles ont un peu cumulé, quoi, étaient essentiellement les victimes d'hommes coréens en costume, en uniforme japonais. Voilà. Et donc, quand on se met à mettre le doigt dans l'histoire, d'abord, en général, on se pince, et ensuite, comme on dit en français moderne et pas dans les colloques, les emmerdements commencent.
D'où les questions que je me suis posées moi-même depuis très longtemps, et c'est pour ça que maintenant je travaille un petit peu plus en Corée du Nord qu'en Corée du Sud, c'est qu'avec ces histoires sans arrêt reconstituées, j'en ai eu marre qu'on me décide la frontière à moi-même, qu'on me mette un pointillé en me disant la littérature et les adverbes, ça s'arrête au 38e parallèle, et de l'autre côté, ils sont méchants. Donc je suis allé voir, et puis j'ai été voir aussi en Corée chinoise, et j'ai bien évidemment découvert des tas de choses qui étaient sans commune mesure avec ce qu'on me racontait, surtout qu'on a affaire à deux régimes qui sont encore pires que ce que je viens de vous raconter sur les Japonais. J'inclus la Corée du Sud. Ils ont aussi quelques petits avantages. Ils viennent de mettre leur présidente en prison. Présidente en exercice en prison. Quelquefois, j'ai une très très grande admiration pour les Coréens. En tout cas, merci infiniment aux organisateurs de m'avoir replongé dans ce que j'ai fait autrefois, c'est-à-dire une thèse sur, en gros, les revues coréennes, et en particulier celle-là. C'est comme j'avais travaillé avant sur le feuilleton, le lien entre toute création artistique, et en particulier littéraire, quel que soit le sens du mot littéraire, et les supports m'a toujours intéressé parce que je le trouve contraignant, contrastif, intéressant. Et souvent, tout ça prend les mêmes noms dans les pays dont nous parlons tous, parce que nous sommes bien obligés de dire revue, littérature, opposant, féminisme. On va dire, bon, on ne va pas chaque fois faire des définitions de 3 heures. Ça, on fait ça dans nos thèses. On a la place, avec une grosse bibliographie. Mais quand on parle rapidement, on est obligé d'utiliser les mêmes mots. Et peu ou prou, nous sommes entraînés à penser que ce sont les mêmes choses. En tout cas, moi, je parle d'un pays, je vais imaginer qu'il y a une Corée. Ça, je suis déjà dans la fable nationale. Rien dans l'histoire ne me montre qu'il y a eu une Corée, jamais, à aucun moment, sauf à l'époque japonaise. Ce sont les Japonais qui ont fait les frontières, qui sont maintenant recréées comme existant depuis 5000 ans, disent les Coréens aujourd'hui. Quand j'étais petit en Corée du Sud, dans les livres d'histoire, il y avait la Corée à 3000 ans. Quand je suis reparti après faire mes études, il y avait la Corée avec 4000 ans, et maintenant elle a 5000 ans. Ce qui donne à penser que le temps passe plus vite là-bas, ou alors que les historiens se foutent du monde, ce qui pourrait être une possibilité. À ceci près que je m'interdis bien évidemment de généraliser. Ce qui m'intéresse, c'est à voir à quel point les objets de recherche sont phagocytés, bouffés, avalés, pollués éventuellement par les conditions de la recherche. Voilà, on a mis comme titre la revue coréenne Sonyeon, pourquoi 1908 ? Ben voilà, je commence tout de suite, ça fait toujours un certain effet. Je ne peux pas traduire le titre de mon propos en coréen. Version numéro 1, je suis tellement nul que j'y arrive pas. Version numéro 2, depuis 50 ans, je devrais y arriver. C'est tout simplement qu'il n'y a pas de mot coréen pour dire Corée. Petit moment de silence, dans un pays quand même nationaliste costaud. Enfin, il n'y a pas de mot coréen valable pour tous les Coréens pour dire Corée. Chacun a le sien. Autrement dit, je ne peux pas être coréen. Quand je dis je suis coréen, je dis je suis coréen du Sud, je suis coréen du Nord, je suis coréen de Chine, je suis coréen vieux, je suis coréen homme, je suis coréen femme. Je ne peux pas être de façon neutralisée coréen. Ce qui a quand même un certain nombre de conséquences théoriques et pratiques en littérature d'un côté ou dans les questions féministes dont on parlait tout à l'heure. À partir du moment où on est précédé par sa grammaire, il y a beaucoup de choses qui ne peuvent plus jouer comme nous avons l'habitude de les faire jouer. J'ai toujours pensé que je ne comprenais pas pourquoi la Corée avait été souvent écrasée par les dictatures, parce qu'avec la grammaire qu'ils avaient, ça suffisait. Et je consiste à penser que si j'étais dictateur, je commencerais par rendre la grammaire obligatoire, et ça m'arrangerait beaucoup de choses, ça me ferait des économies en force de police. Plaisanterie mise à part sur une chose qui n'est pas du tout gaie, nous sommes en train de nous questionner sur ce qui va devenir pour nous les racines de ce que nous sommes aujourd'hui. Mais évidemment, en 1908, on est la racine de personne, on est éventuellement un bourgeon. On souhaite l'être. D'ailleurs, la revue dont je parle s'appelle Sonyeon, c'est la première page que vous avez. Ça veut dire, bon, les sinologues le savent, la jeunesse. Voilà. Pas comme ça, hein, c'est écrit comme ça. Le titre est en haut, Sonyeon, ça se lit de gauche à droite, c'est du chinois,
mais qui se comprend en coréen, c'est donc du sino-coréen si vous préférez, et ça veut dire la jeunesse, l'adolescence, l'adolescent, les adolescents. La grammaire ne permet pas de le vérifier. Ce qui me fait commencer par la fin de ce que je voulais faire, mais peu importe, puisque comme ça je prends juste la suite de ce que je voulais demander tout à l'heure à Christine Lévy, parce qu'elle n'a pas eu le temps d'en parler, parce qu'on a une demi-heure, comme ça, mais que si j'ai bien vu sans mes lunettes de là-bas, la totalité des titres que j'ai vus étaient en sinogramme, les titres de revue. C'est bien ça. Mais l'écriture, les articles sont... oui, totalement. Et puis ça se lit en japonais, bien sûr. C'est un problème commun que nous avons, qu'on peut appeler, ça a été appelé par certains linguistes, en particulier par René Balibar, le colinguisme, qui n'est en rien deux langues en même temps. Sino-coréen, c'est une façon facile. Non, on parle coréen, mais il y a plusieurs supports graphiques qui ne sont pas le chinois et le coréen, mais qui sont du chinois sélectionné, utilisé en coréen. En japonais, on en utilise beaucoup, beaucoup plus, mais en tout cas, on peut écrire tout en coréen. Et de l'autre côté, une langue, une grammaire coréenne qui permet de le faire. Mais ce n'est pas du tout côte à côte, dans la mesure où chaque locuteur, tout comme chacun a un mot pour dire Corée, chaque locuteur peut truffer son coréen d'autant de sinogrammes qu'il le veut, ou qu'il ne le veut pas. Naturellement, bien entendu, il faudrait surtout jamais dire naturellement ni bien entendu, parce que c'est jamais naturel. On ne fait pas ça volontairement tout seul dans sa chambrette comme un personnage de Sampé. On est prédéterminé par des dotations symboliques, par des contraintes génériques, etc., etc. Il y a des genres dans lesquels on écrit en sinogramme, d'autres genres on n'écrit pas en sinogramme. Je suis en Corée depuis suffisamment longtemps pour pouvoir vous dire, en voyant un texte comme ça, à quelle date il a été publié. Et quand j'entends un adopté coréen en France, je peux vous dire à quel âge il a été adopté. À 3 mois près. Je n'ai pas inventé une méthode, hein, c'est simplement l'attention à ces détails-là. Ce que nous avons un tout petit peu oublié sur notre Times New Roman 12. Cette dimension-là, nous la laissons un petit peu de côté. Si vous ajoutez toute la dimension calligraphique qui était dans pratiquement tous les titres, c'est-à-dire une façon particulière d'écrire, et qui est une façon extrêmement individuée d'écrire avec la langue de tous, vous obtenez une complexification du travail qui est tout à fait étonnante. Et ce texte-là, 1908, c'est le texte coréen qui pose toutes les questions. Et très souvent comme ça, pour ne pas avoir trop de problèmes, elle commence par faire une couverture intégralement, non pas intégralement, en haut en tout petit, non, pour les gros titres, écrite en chinois, lisible en chinois, lisible par les Chinois et lisible par tous les gens, c'est-à-dire pas grand monde, puisque c'est seulement les gens cultivés, donc 0,5% de la population. D'où un certain nombre de problèmes de division, puisque la Corée, elle a toujours été divisée et elle va continuer à l'être. Il y a plus d'étrangers qui peuvent lire ce texte que de Coréens au moment où il est publié. Ça tombe bien, on fait ça à une 50aine d'exemplaires, on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Mais c'est dans cette revue, et vous aurez ça à la page 3. C'est une page qui avait une toute petite différence, avec cette espèce de long individu longiligne là, qui est un japonais. Vous avez la totalité des 2 pages écrites en chinois, c'est pas du tout du chinois, c'est du coréen, mais c'est écrit avec des sinogrammes. Et en bas à gauche, c'est-à-dire la fin de la page, vous avez 2-3 colonnes verticales, c'est-à-dire le sens normal de l'écriture de l'époque, dans un système beaucoup plus simple. Je ne dis pas ça pour faire rire, hein. C'est quand même plus simple. Non, le vermicelle, là, est plus simple que l'autre côté. Ça, c'est du coréen, pur beurre ou pur riz de l'époque. C'est la revue dans laquelle le premier intellectuel du pays se dit « Maintenant, je suis en Corée, ça suffit, je vais quand même essayer un peu d'écrire comme chez moi ». Ce faisant, il se pose une question qui s'était posée 4 siècles avant, quand un roi a inventé, alors c'est comme Louis XIV et Versailles avec son petit sceau, hein, il a construit Versailles tout seul, avec 50 000 personnes. Bon, le roi a fait dessiner un alphabet. Il s'agit d'un alphabet qui est simplissime. En 2 heures, c'est fait. Il est extraordinairement simple, et en plus, il dessine les articulations de la bouche et de la glotte. On s'en souvient, pour mémoriser, c'est extraordinairement simple. La bouche a la forme d'une bouche, la glotte a la forme d'un petit cercle. C'est quelque chose de très très simple. Ça n'a absolument pas marché parce que les bons confucianistes évoqués tout à l'heure étaient déjà à l'œuvre au XVIe siècle, XVe siècle,
Vous imaginez que comme ils sont encore à l'œuvre aujourd'hui, c'est valable pour toutes les périodes dont nous parlons. Néanmoins, il a tenté de développer ça. Et pourquoi a-t-il pu développer l'idée que le coréen allait s'écrire en coréen et de préférence sur les textes les plus dotés de capital symbolique, l'expression est employée tout à l'heure? Eh bien, il commet tous les impairs de la Terre. D'abord, il crée une revue, ça n'existe pas ou quasiment pas. Il écrit en coréen, ce qui est quand même d'une vulgarité inouïe, et en plus, il applique ça à des poèmes, c'est-à-dire le haut du capital symbolique, les poèmes à la chinoise, qui ont toujours été en haut de la pyramide des arts de l'écriture dans tout l'Extrême-Orient ou l'Orient extrême. C'est une petite différence, en tout cas au XXe siècle. Dans le démarrage du XXe siècle, voilà. Et en plus, il y a ça. Mais la prose et la poésie se situent en termes inversés. Oui, pardon. Oui. Vous avez dit 4 siècles auparavant. Oui. Là, vous parlez de ce moment-là, 4 siècles auparavant. Je parle des deux. On n'a pas bougé d'un millimètre parce que personne n'a été alphabétisé. C'est le drame de la Corée, c'est qu'entre les deux, il ne s'est créé absolument aucune classe intermédiaire, aucune classe marchande, pas d'interprète ni rien du tout. La situation sociologique de la Corée en 1908 est pratiquement celle de 1550. Avec des influences étrangères, naturellement, dont on va reparler. Le roi dont je parlais tout à l'heure invente son vocabulaire, son nouvel alphabet, parce qu'il vient d'établir un coup d'État. Tous les anciens confucianistes ne veulent pas de son nouveau régime parce qu'il n'a pas le mandat céleste sur la tête, et donc il essaie de se trouver un nouveau public, une nouvelle masse de manœuvres sur lesquelles s'appuyer, mais ces gens-là ne sont pas alphabétisés, donc il invente ce système pour les alphabétiser. Ça ne marche absolument pas, il disparaît aux oubliettes, sauf... excusez le peu, excusez le sauf, quand même 53% de la minorité bien connue qu'on appelle les femmes, qui, elles, se précipitent sur ce système que tout le monde méprise. Ça s'appelle l'alphabet blanc. Blanc, ça veut dire on ne peut pas le lire. L'alphabet populaire et l'alphabet féminin. Dans la hiérarchie des réprouvés, on ne peut pas aller tellement plus bas. Après, il reste les 1000 pattes ou quelque chose comme ça. Mais comme les hommes ne veulent pas s'en servir parce qu'eux ont la dignité du poème en chinois calligraphié et récité à la cour, on laisse ce fichu alphabet totalement nul pour des femmes qui se précipitent et qui, pendant 4 siècles, vont écrire toutes seules des bibliothèques, des pléiades entières de prose, alors que les hommes n'écrivent de la prose que sous pseudonyme ou en exil, pour bien être lus par tout le monde. Donc cette hiérarchie symbolique qui s'inverse, on a bien entendu une société extraordinairement sexiste et qui rejette les femmes, mais dans le système extrême-oriental de l'intérieur et de l'extérieur. Elles ne sont pas exclues dans tous les éléments de la vie quotidienne, elles sont exclues dans les éléments publics. Mais dans la famille, et aujourd'hui encore, je suis bien placé pour le savoir, toute femme coréenne règle les problèmes de la famille, à commencer par les finances. Il n'y a pas un seul type qui règle les finances. Quand je suis entré à l'université en Corée pour la première fois, j'avais 2 bulletins de paye. J'avais un bulletin de paye officiel pour rendre à madame et j'avais mon petit bulletin de paye pour mon argent de poche pour aller boire. Et c'était valable pour tous les profs de la 3e université confucianiste du pays. On se demande où on est tombé comme ça la première fois, et puis après on comprend très très vite. Et voilà, donc il y a des hiérarchies qui sont plutôt parallèles. Bien entendu, il y a le début de tout la hiérarchie du pays, ce sont des hommes partout. Il n'y a jamais eu de reine en Corée, et la première qu'il a été, c'est la présidente, et qui est maintenant en prison. Pas de chance. Le fait d'ailleurs qu'elle ait été une femme a sans doute accéléré sa chute, mais enfin elle méritait assez de tomber en bas, donc c'était pas trop le problème. Je me reviens à mon poète. Il se trouve qu'il est, comme tous les Coréens de l'époque, 1908, on est 3 ans après 1905, jusque-là d'accord, pas de contradiction. Autrement dit, début de la colonisation japonaise, qui est niée dans tous les livres d'histoire coréens. Ça commence en 1910. La colonisation effective, l'assimilation, c'est 1910. Mais en 1905, il y a le protectorat, c'est-à-dire exactement la même chose, mais nous, on n'a pas été soumis aux Japonais. C'est de leur expliquer aux nationalistes que plus l'occupation a été courte, moins elle est grave, ou en tout cas, c'est difficile de penser de la même façon. Et 1905, c'est aussi et surtout pour l'Extrême-Orient, 1904-1905, l'extraordinaire pâté flanqué par les Japonais aux Russes. Et
Et c'est le monde qui se retourne. C'est le monde à l'envers. Déjà, on a écroulé le centre du monde en 1860, c'est-à-dire les Chinois. 1905, la plus grande marine du monde, la marine russe, est liquidée en 3 coups de canon par les Japonais. La suite dans le héros de Tchemulpo, c'est écrit par Gaston Leroux, l'auteur du Mystère de la Chambre jaune, a écrit un bouquin là-dessus. Totalement pro-russe. En France, dans les journaux français, dans le Petit Matin, vous aviez des matchs de boxe avec un champion russe qui faisait 2,50 m de haut et de l'autre côté, un petit japonais ridicule qui faisait 80 cm. On a vu la suite, il y a eu 8 survivants. Et toute l'escadre russe de l'Extrême-Orient est tombée dans les oubliettes. Et il s'est passé quoi à ce moment-là? Il s'est passé que l'Extrême-Orient, via le Japon, ou l'Orient extrême via le Japon, s'est emparé d'un nouvel outil qui s'appelle, ou qu'on a appelé depuis, le social-darwinisme, qui joue un rôle absolument colossal depuis un Chinois très important qui est Liang Qichao, et qui a beaucoup répandu ses écrits dans l'Extrême-Orient, qui était un féministe patenté, qui était en exil au Japon d'abord, et qui n'est pas du tout le social-darwinisme tel qu'il est devenu, et que Darwin a dénoncé, mais dans cette antichambre du fascisme que ça a été en Occident. Au contraire, en Extrême-Orient, ça a été une idée, vous voyez très bien ce qui se passe dans le social-darwinisme entre les nations, il y a des nations puissantes, des nations faibles, c'est pas écrit, c'est pas naturel, c'est pas définitif, il y a des petites nations qui peuvent être amenées à émerger et des grandes qui peuvent être amenées à écrouler, d'où les traductions de la chute de l'Empire romain et tout, comme ça, à l'époque en Extrême-Orient. C'est très 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 important pour eux. Et sous les yeux, ils ont, pour la première fois dans l'histoire, cette manifestation d'une grosse pâtée, d'une raclée phénoménale, faite au plus grand empire connu de l'époque, c'est-à-dire la Russie, par un tout petit Japon dont les ports ont été forcés, ouverts par le Commodore Perry quelques dizaines d'années avant seulement. Et les Coréens, ils tendent les oreilles, ils en ont 2 aussi, et nous? Et pourquoi pas nous? Qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi est-ce que nous, on ne deviendrait pas aussi la plus grande puissance du monde? Il l'a écrit. Lui, il a écrit dans cette revue-là, la Corée va devenir le premier pays du monde. Personne n'a rigolé à l'époque parce qu'il n'y avait pas de lecteurs. Si on avait eu, ils auraient rigolé. Aujourd'hui, qui sont dans le G10, G11, on se dit, on voit où sont les Japonais, on se dit qu'ils ont trouvé des forces et des bases quelque part. Et la force, l'expression de la force, le maniement de la force, il a une origine et une traduction. L'origine, c'est le Japon, et la traduction, c'est cette revue. L'adolescent, c'est le jeune, c'est le nouveau, c'est celui qui vient. La première illustration, ce sont les chutes du Niagara. Tous les poèmes sont sur la force, la jeunesse, qui vont exploser, qui vont tout faire sauter. Tout ce qui bloque, on va s'en débarrasser. Tout ce qui bloque, c'est tout ce qui vient empêcher les Coréens d'être Coréens. Seulement, on a un petit problème, c'est 1905. C'est que depuis 1895, que vous avez cité tout à l'heure, et pour quelques-uns un peu avant, mais c'est surtout depuis 1895, le biographème de base, le trait biographique valable pour une génération, ce sont les études au Japon. On va au Japon, on va étudier au Japon. Et vont là-bas toutes les victimes du confucianisme, pour commencer, c'est-à-dire les cadets, les enfants de concubines et les femmes. Les aînés restent à la maison, ils gèrent le patrimoine, ils regardent TF1, il n'y a pas de problème, ils sont là à la maison. Et les autres vont chercher l'endroit où la seule possibilité qu'ils aient d'acquérir quelque chose d'un tant soit peu nouveau. En Corée même, il ne sait pas encore ça. Et les protestants américains commencent à créer des écoles, mais enfin, il consiste plutôt à aller chanter des chants protestants plutôt que d'apprendre des tas de choses. Au Japon, il y a déjà des universités colossales, extrêmement modernes. On n'est pas du tout dans le Japon fasciste, dans le Japon colonial et le Japon Meiji d'abord. C'est pas la même chose, il y a des étapes très marquées. Tous les jeunes vont là-bas, et là, c'est l'enthousiasme absolu. Tout le moderne est japonais. Ça y est, ce qu'on voulait, c'est là. Et en plus, c'est en Asie. Ils le disent clairement, aujourd'hui c'est plus très politiquement correct, mais ils sont jaunes. Comme nous. On a quand même un peu la même tête. Les autres, ils sont blancs, ils ont des grands nez. C'est pas chez eux que ça va venir. Et si les Japonais ont fait toutes les preuves d'assimilation, de digestion de l'Occident, le boulot est fait. C'est-à-dire qu'ils ont orientalisé l'Occident, nous n'avons plus qu'à consommer. Et dans des termes moins triviaux, il y a effectivement toutes ces femmes pour lesquelles j'ai une admiration éperdue, colossale. Elles ont souvent très très mal fini, mais qui sont allées au Japon et qui ont entendu, premier sujet c'était le mariage forcé,
C'est pour ça qu'elles étaient parties au Japon, c'était pour ne pas se marier. Et puis les choses induites, c'est-à-dire la pilule, à l'époque c'était pas la pilule, la contraception, ça y est, j'y viens. Tous les problèmes féminins, pour en terminer à ce qui a été, alors, la version coréenne de la chose, c'est vraiment l'union libre. Enfin, l'union libre, c'est vraiment l'expression de la réalisation complète de ce que peut faire une femme, parce que c'est pas un truc qui est spécial à elle. Et comment le féminisme se retourne. L'union libre, c'est une revendication aussi bien pour un homme que pour une femme. L'homme est marié de force exactement comme la femme. Et donc, si on se bagarre ensemble, en faisant des études, en sachant lire et écrire, en n'ayant pas d'enfants, parce que ça suffit, là, le culte des ancêtres, il faut que ça s'arrête un jour, nous pourrons enfin construire la Corée nouvelle. Mais ce sont des femmes, et elles vont prendre tout sur la tête. Les garçons vont rentrer en général en Corée le nez bas, puis ils vont reprendre le petit négoce du papa. Les femmes, elles, vont forcément rester au Japon, parce qu'elles ne peuvent pas rentrer en Corée. Elles vont tomber sur une société qui n'est pas prête. Et donc va arriver ce qui va arriver, et qui est ici dans cette revue d'un bout à l'autre. Et c'est pour ça que ça s'appelle « Je ne savais pas moi-même ». Et derrière, vous avez la Statue de la Liberté. Mon Dieu, elle devrait pleurer, la Statue de la Liberté. Vous avez tout ce qui est le grand paradoxe de l'époque, à savoir que le Japon, chez qui il y avait tout, la modernité, la nouveauté, la liberté, l'Occident réavalé, le train, les premiers avions, l'éclairage public, l'imprimerie, etc. Ajoutez tout ce qui fait moderne, tout ce qu'on a trouvé au Japon, eh bien c'est ce même Japon qui va les apporter, mais à condition d'accepter la colonisation. Ça va venir avec la paire de baffes. Autrement dit, il n'y a pas d'autre solution. Ou bien vous restez un Coréen préhistorique, confucianiste, insupportable, impensable, et votre pays ne se développera pas. Et d'ailleurs, regardez, il a été colonisé, donc c'est bien. Ou bien alors vous prenez le Japon, mais vous n'avez pas le choix, vous prenez tout le Japon. Vous êtes une colonie. Et les femmes sont celles qui gagnent le plus dans le fait que le Japon soit une colonie, en tant que femme. Mais en tant que coréenne, c'est elles qui perdent le plus. Débrouillez-vous avec ça. Comprenez après que la Corée ne choisisse jamais, que la Corée soit divisée, que la Corée parle chinois et japonais en même temps, que la Corée soit coréenne et japonaise, qu'elle parle une langue coupée en deux, qu'elle écrive dans deux langues. Ils ne peuvent pas choisir. Quelle que soit la décision que vous prenez, comme sur ces pages, quelle que soit la décision que vous prenez, vous êtes coincé. Et quand vous allez chercher la Statue de la Liberté, vous l'encadrez des sinogrammes qui ont restreint, si vous voulez, symboliquement, votre liberté depuis 15 siècles. D'où ma thèse, si vous voulez, enfin, l'idée que je peux soumettre, mais que je ne soumettrai pas en Corée dans ces termes-là, sauf à être armé ou avoir des gardes du corps. Je pense que, à cause de cette revue, par cette revue dans laquelle a été créée la littérature moderne, dans laquelle a été créé le coréen moderne, comme c'est arrivé au Japon après, c'est-à-dire qu'on a écrit de gauche à droite et non plus de haut en bas, et horizontalement, dans lesquels on a mis des espaces entre les mots, des espaces grammaticaux entre les mots, dans lesquels on a mis de la ponctuation, dans lesquels on a mis très souvent le sinogramme au-dessus et le coréanogramme en dessous, pour que tous les publics puissent comprendre. Enfin, ça a été un coup de génie linguistique absolu. Ça a été pour servir un propos qui était un propos extrêmement embarrassé, extrêmement embarrassant. La suite de l'histoire du directeur de cette revue, Tien Hamson, en atteste. Dans les biographèmes de l'époque, tous les écrivains ont entre 18 et 25 ans, hommes et femmes. C'est une question de jeunes, c'est une question de moment. La génération est excessivement importante. Lui, c'est le seul vieux, je peux me permettre de le dire, il a 35 ans. Il hérite d'une petite imprimerie et tout, et donc c'est celui qui imprime tout pour tout le monde. Et entre autres choses, il imprime sa propre revue. D'où le fait qu'il y a très 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 peu d'illustrations. D'une part parce que ça coûte très cher et il ne sait pas les faire, et d'autre part parce que les Japonais imposent très très vite un timbre, comme pour le feuilleton en France. Il n'y a pas d'impôt sur les revues, mais il y a d'impôt sur le nombre d'illustrations qu'on met dans les revues. Donc il n'y a pas d'illustrations, et elles sont tellement mauvaises et illisibles qu'elles s'effondrent d'elles-mêmes. Qu'est-ce qu'il fait par la suite ? Eh bien, en 1919, c'est lui qui rédige la déclaration d'indépendance, demandant aux Japonais de s'en aller. La déclaration d'indépendance a été écrite l'année d'avant par un copain poète à lui.
Lui, il la rédige en 1919, et il y a un troisième poète, et surtout les trois poètes, qui rédigent l'adresse à la fin en disant aux Japonais, allez, maintenant c'est le temps de partir. Donc ce sont trois poètes qui écrivent ça. Je n'imagine pas que nous ayons trois poètes pour le deuxième tour la semaine prochaine ou dans 15 jours, mais même en comptant les assistants parlementaires. Mais en Corée à l'époque, c'est la preuve qu'on va chercher ce qu'il y a de plus haut symboliquement dans la pensée et dans l'écriture, c'est-à-dire des poètes capables d'écrire en chinois. Ça n'a pas bougé d'un millimètre. Donc ils sont encore coincés, c'est-à-dire qu'ils demandent aux Japonais « laissez-nous d'être modernes » et ils sont obligés de le demander dans des termes complètement préhistoriques et complètement anciens qui sont parfaitement contradictoires avec ce que cette revue contient. Dernière étape, ils vont tous devenir collaborateurs des Japonais, sauf ceux qui vont se battre à la frontière chinoise et qui sont rarement des écrivains. Quelques écrivains importants vont être zigouillés entre 1905 et 1910, à commencer par pratiquement tous les linguistes du pays, ce qui montre qu'un assassin, un colonialiste, un dictateur n'est pas forcément idiot. Je veux dire, il comprend d'où vient le danger, je veux dire. Parce qu'il fallait créer une langue, il n'y avait pas d'école coréenne, il n'y avait rien du tout. Donc toutes ces choses-là sont empêchées les unes après les autres, sauf que les Japonais comprennent très 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 rapidement qu'il ne faut pas marcher sur les Coréens comme ça n'importe comment, parce qu'ils se révoltent assez facilement, et ils autorisent petit à petit un certain nombre de publications coréennes, mais il y a un ordre coréen qui est très intéressant, et c'est peut-être là-dessus que je vais insister pour finir. Tous les éléments dont j'ai parlé, j'ai dit ça en commençant, vous en avez déjà entendu parler ailleurs, revues féministes, etc. Et en faisant un bond dans l'histoire dans les années 80, il y a quelque chose qui a eu un énorme succès en Corée du Sud, c'est ce qu'on a appelé ici et là-bas aussi, le postmoderne. Il n'avait strictement rien à voir, enfin même si ça avait à voir, peu importe, c'est pas ça l'histoire. Ça n'avait pas grand-chose à voir avec notre postmoderne ici. Ils se sont emparés de l'expression pour raconter un truc à eux. Et en fait, ça voulait dire, je crois, ceci, c'est que le moderne en Extrême-Orient, je ne suis pas très sûr qu'il y ait eu un moderne. Bon, on discutera une autre fois. Le moderne en Extrême-Orient, ce qui est considéré comme le moderne en Extrême-Orient, pose un problème à tous les intellectuels parce que les ingrédients ne viennent pas de chez eux. Et être moderne en étant d'importation, il y a un grand écart à faire. En revanche, si on regarde le temps, la durée d'installation de ces éléments, on s'aperçoit qu'il y a une différence colossale entre les dates de naissance des produits d'importation occidentaux, j'appelle produits d'importation la bourgeoisie, la République, etc., etc., et le moment et le temps d'importation dans des pays comme cela qui est de plus en plus court. Ce qui a mis 8 siècles, depuis les premières communes médiévales jusqu'à nous aujourd'hui, le sommet de la démocratie mondiale, que nous sommes maintenant, depuis hier, en Extrême-Orient, c'est arrivé dans un temps extraordinairement contracté. Et à partir de ce moment-là, me semble-t-il, ça ne peut plus être la même chose. On emploie nécessairement les mêmes mots, mais il s'est passé des choses différentes. Quand vous importez le droit de vote, le féminisme, la contraception, l'imprimerie, etc., vous n'obtenez pas les mêmes résultats, même si physiquement, ça a l'air d'être la même chose. Et un exemple, en Corée, ce sont les revues qui sont arrivées en première. La marque première de la modernité, ce sont ces revues-là. Les journaux sont arrivés après. Les livres, ce que nous appelons, nous, des livres, brochés, ne sont arrivés qu'ensuite. Et quand les Japonais ont décidé qu'il fallait mettre fin à toutes les expériences démocratiques, linguistiques, indépendantistes coréennes, qu'est-ce qu'ils ont interdit? Les revues. Or, elles avaient un nombre ridicule de lecteurs. Seulement, c'était beaucoup plus difficile à empêcher de fonctionner. Je suis totalement persuadé que on a là le paradoxe fondamental. Il faut prendre deux formules. Alors, toutes les formules, c'est excessif. Mais autant la revue, ça a été l'îlot de Japon dans la Corée, ou le cheval de Troie, la façon dont la modernité, l'occidentalisation, la japonité sont entrées en Corée, ça a été sous la forme de la revue, pratiquement invisible au départ, 50, 100, 200 exemplaires. Et ensuite, dans un deuxième temps, et parce que c'était japonais et qu'eux avaient
la connaissance de cette chose. Ils savaient très bien ce qu'on pouvait faire avec une revue. Ils se sont jetés sur cet objet-là pour l'empêcher d'exister. Alors je termine, puisque j'ai terminé. Comment dire ? Quel que soit l'élément que vous preniez dans la Corée colonisée, aujourd'hui vous l'avez sous la forme de Corée du Nord et Corée du Sud, mais peu importe, vous avez toujours cet élément, vous avez toujours un élément double. Vous êtes bi. Vous avez deux éléments totalement contradictoires dans chaque chose. Il n'y a pas d'endroit où la Corée moderne se soit plus manifestée que dans la revue, et cette revue est un outil absolument complètement japonais. Je vous disais tout à l'heure, j'aurais pu prendre toutes les reproductions qui étaient au tableau, même quelquefois le kimono à Séoul, vous imaginez. C'est exactement comme ça que ça a fonctionné, et on sait très bien d'où ça vient. Aujourd'hui encore, le Japon sert d'élément de repoussoir, si on veut, à la Corée et à d'autres pays d'Extrême-Orient, comme étant l'Occident en Orient. D'ailleurs, le Japon lui-même s'est présenté comme une des puissances victorieuses occidentales quand il s'agit d'écraser Pékin. C'est-à-dire qu'il y avait les troupes occidentales, dont le Japon. Et ensuite, il a fallu bien se débrouiller, et chacun, du coup, ce que montrent ces revues de façon éclatante, chacun devient l'oriental de quelqu'un. C'est un petit peu la façon dont le débat avec l'occidentalisation du prédécesseur se passe. Alors, pour un Coréen d'aujourd'hui, ça ne passe plus par les revues. Encore que, je dis ça pour les littéraires parmi vous, pour vous faire souffrir et pour vous faire pleurer, à Yenji, c'est-à-dire en Corée chinoise, il y a à peu près 600 000 habitants, il y a 5 revues littéraires trimestrielles, épaisses comme ça. Seulement pour la littérature. Je ne sais pas si on a 5 revues trimestrielles épaisses comme ça à Paris, exclusivement littéraires. Question rhétorique, hein, on ne les a pas. En quelque sorte, chacun devient à tour de rôle l'oriental de l'autre. Le Japon est devenu l'occidental des Asiatiques. La Corée du Sud, maintenant, espère être la première à devenir, enfin la seconde à devenir occidentale aussi vite que les Japonais. Nous avons nos preuves, on l'a déjà fait. On a nos passeports, on a notre visa. On a été occidentalisé dès le départ. Regardez, j'ai la Statue de la Liberté. Et même la dernière page, je connais l'histoire de France, puisqu'il y a une photo, enfin un dessin, de Napoléon en train de contempler le cadavre de Louis XVI à Versailles. Bon, c'est pas très historique, mais au moins ça fait une connaissance. Et aujourd'hui, dernière étape de la dernière étape, l'extrême-orient ou l'orient extrême se trouve toujours un orient de l'orient de l'orient de l'orient, c'est-à-dire qui correspond exactement à ce que Saïd a décrypté chez nous sur ce que nous avons dit, nous, de l'Orient pendant des siècles. Le dernier, l'ultima ratio, celui qui est là au bout, sera peut-être pour la prochaine fois, c'est la Corée du Nord. La Corée du Nord, c'est l'Orient de l'Orient de l'Orient de l'Orient de l'Orient de l'Orient. C'est aussi le pays aujourd'hui où, paradoxalement, à ma connaissance, dans mon petit monde chinois, il y a le plus grand nombre de revues par habitant. En Corée du Nord ? Par habitant. Je n'ai pas parlé du contenu. Hein. Attends, oui, mais ils ne sont pas obligés de les imprimer, ça tourne tout pareil. Mais ça, on en reparlera peut-être une autre fois. Merci. Merci beaucoup. Corée du Nord, on fait comme ça. Je vous remercie vraiment pour cette communication passionnante, très très vivante, on connaît assez mal finalement l'histoire de la Corée colonisée, donc vous nous avez vraiment donné là tous les éléments qu'il fallait pour qu'on puisse l'appréhender idéalement. Et on va peut-être, toujours comme on est un petit peu en retard, mais prendre une ou deux questions dans la salle, s'il y en a. Surtout sur les points communs de ce que vous avez entendu, parce que je crois qu'il y a... Oui. Oui, bonjour. Alors, je ne suis pas du tout familière avec la Corée dans le détail. Et en fait, je suis très surprise de voir effectivement ces textes avec des mélanges de sinogrammes et d'alphabet coréen. Et je ne connaissais pas effectivement cette évolution à cette période de la création de l'alphabet coréen. J'ai été en Corée en tant que touriste. Comme je ne lis pas cet alphabet, j'ai eu néanmoins l'impression qu'il y avait cet alphabet qui était utilisé partout maintenant, que ce soit dans les livres ou que ce soit dans la rue, pour des pancartes, etc. À quel moment donc il y a eu ce passage définitif, si on peut l'appeler définitif, vers l'alphabet coréen ?
Version franco-française, jamais. Il n'y a pas d'espace purement graphique coréen, avec que du coréen. Ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister. Alors après, c'est une question de dosage. Quand vous faites un bouquin de philo ou un grand article dans le Figaro local, il y a du chinois. Quand vous écrivez dans l'IB, vous faites un tract ou vous faites votre liste des courses, il n'y a pas beaucoup de chinois. Mais il y en a toujours. Votre carte d'identité est en chinois, il faut faire une demande spéciale pour l'écrire en coréen, et là vous passez pour le dernier des farfelus. Le premier CV que j'ai envoyé dans ma première FAP a été renvoyé parce que les titres, le baratin ça va, mais les titres n'étaient pas en chinois. C'était simplement, je mettais les mêmes choses phonétiquement en chinois, c'est tout, c'est pas du tout du chinois. Donc après c'est une question de dosage et une question d'âge. Si vous avez, en 1945, on a été à l'école sans chinois et sans japonais, donc qu'est-ce qui restait? Le coréen. Mais on se pinçait le nez. Ce machin féminin qui est revenu, c'est pas terrible. Il a fallu attendre le deuxième coup d'État, c'est-à-dire après les années 60, pour que les écrivains nationalistes anti-gouvernementaux s'emparent du coréen pour dire le gouvernement il est pro. Alors on va chasser le chinois, sous-entendu on va chasser l'anglais apporté par les maîtres américains du dictateur. Nanana, suivez mon regard. D'autant qu'il était colonel dans l'aviation japonaise pendant l'occupation, donc ils pouvaient vous l'avoir comme ça. Mais en 1975, ils ont supprimé l'apprentissage du chinois à l'école. En 1984, sauf erreur, ils l'ont rétabli. En 1995, il a été resupprimé, maintenant il est encore là. Et donc selon l'âge des gens, enfin ça se voit un peu à la tête, mais si vous regardez les gens écrire, ils ont une aisance en chinois ou pas, qui tient exactement à leur âge. Un peu comme si on avait le latin obligatoire par l'autre. Dernière chose, ça ne peut pas être trop long, et le Japon est une remarque très intéressante parce qu'on a des mêmes ingrédients et c'est comme la cuisine méditerranéenne, vous n'arrivez pas du tout à la même bouillabaisse à la fin. Au Japon, dans l'espace public, il y a beaucoup plus de chinois et du chinois non simplifié, plus complexe. Chinois simplifié, c'est de l'humour chinois. Hein. On passe de 42 traits à 27, ça fait rire. Bon, il faut amuser les enfants chinois ont le droit de rire aussi. Mais dans l'espace public, vous avez les sinogrammes, pour tous les restaurants qui veulent être sérieux, les ministères sont en chinois, en sinogramme. Vous avez le coréen qui est installé un petit peu partout, et puis vous avez le romain, l'ABC, qui est dans tous les sens, sans ajouter les quartiers où maintenant on commence à mettre du russe. Vous avez la même chose en Corée du Nord, mais moins fort, parce qu'on essaie de ne pas mettre d'anglais. Mais on met du romain, pas anglais, c'est-à-dire plutôt du français ou de l'italien. Pizzeria, ça s'écrit pizzeria. Oui, il y a des pizzerias en Corée du Nord. Hamburger, ça ne se dit pas. On enlève l'anglais. Mais maintenant, il y a du russe qui rentre. Et puis le chinois qui a été interdit en Corée du Nord en 1945, encore une fois, l'écriture chinoise qui a été interdite en Corée du Nord en 1945 pour des raisons d'unité, maintenant commence à revenir parce que c'est le seul partenaire. Du coup, on se remet à écrire autrement, c'est-à-dire les Coréens du Nord et les Coréens du Sud ils ont toujours la même langue, mais deux vocabulaires de plus en plus séparés, exprès. Au Sud, il y avait plein d'anglais. À l'ordinateur, tout est en anglais. En Corée du Nord, il n'y avait pas d'ordinateur, donc ils avaient des mots coréens, on avait chassé le chinois. Aujourd'hui, ils se remettent à utiliser du chinois, et ce qui aide à réunifier, c'est une décision, ça va peut-être vous surprendre, mais si vous vous souvenez un petit peu de l'histoire du camp socialiste, il y a toujours une très très grosse insistance mise sur les problèmes de langue. Les linguistes, l'école de Prague, les années 30, ça n'a pas toujours été débile comme à la fin. Il y avait toujours une très grosse insistance là-dessus. Et Kim Il-sung, quand il est arrivé au pouvoir, a fait le même genre de choses. Il a fait une réforme de l'écriture. Il a dit on va écrire de gauche à droite, on va supprimer le chinois et tout, mais on va s'arrêter là. Parce que si on va jusqu'au bout de la réforme, on va être trop différent de la Corée du Sud et on va compliquer la réunification. Ce qui vous explique pourquoi les Coréens écrivent aujourd'hui toujours comme les Chinois dans des carrés magiques, dans des cases les uns que des autres, alors que le coréen peut très très bien s'écrire de façon horizontale. Mais à l'époque de la fameuse réforme du XVe siècle, quand le roi a essayé de caser l'alphabet coréen minable, féminin, nul, au lieu de la merveille chinoise, il a essayé de garder tout ce qui était chinois le plus possible. Donc on a fait compliqué, on a fait dans une case, on a écrit verticalement, surtout que ça ne se voit pas. Au départ, ça ne se voit pas en sinogramme et d'alphabet, ça se voyait quand même un peu, mais il fallait garder toutes les formes symboliques et historiques. Et aujourd'hui, tout ça n'a pas disparu. Pour un littéraire comme moi, un traducteur, c'est une merveille.
Enfin, un problème. Pour mes étudiants qui vont apprendre le coréen, moins de 14 ans, on ne parle pas beaucoup. Mais ça n'empêche pas de parler trop, oui. Oui, voilà. Il y a beaucoup de choses qui me rappellent la place du français aujourd'hui par rapport aux générations, mais aussi des choses qui rappellent la Turquie, de dictature, etc. Mais je voulais vous poser juste une question. Comment on écrit des textos? En alphabet, il n'y a pas de problème. Mais lequel? Le coréen, en écrit horizontal. Et en chinois, texto, c'est un alphabet. C'est un alphabet, il n'y a aucune espèce de problème. Et ça, on ne reconstitue pas les syllabes. Par contre, quand c'est en chinois, vous tapez phonétiquement. Et il y a l'ordre de fréquence. Voilà. Et on tape jusqu'on tombe sur le bon. Alors ça peut être très long. Dernier point, nulle part, à aucun moment, quelqu'un n'a eu en Corée cette remarque que je trouve tout à fait essentielle pour le XXe siècle, qui est de Kateb Yassine, à propos de la langue française, qu'il appelait une prise de guerre. Un butin de guerre. Je trouve que c'est un degré de réflexion qui est absolument rarissime dans les cas de post-colonialisme que je connais. So thank you very much for this presentation. And this is a moment where we will switch the languages, because working with periodicals, with magazines, with reviews is also working constantly in multi-language spaces and in translation processes. And so the question of the coexistence of different languages is a very important part of the work of the magazines. And this is why, in spite of all the French laws who try to do their best to for this does not happen, we will have this part of the session in English. I'm very pleased to introduce Lynn Innes, who comes to us from Great Britain, but she did a lot of traveling before, because she was born in Australia and taught for over 10 years in the United States, co-founded in 1975 the Center of Post-Colonial Studies already at Kent University, where she was teaching for a long time and where she still is Professor Emerita of Post-Colonial Studies. I think what is really interesting in what you did over the last decades is the fact that you have been largely working with reviews, with magazines. So you have been associate editor of Okike, a journal of African writing, and you are until now in the editorial board of Weather Theory and Interventions. Today, your presentation will focus on the African Times and Orient Review, which is a journal that has been founded after the first Universal Races Congress in 1911, with a pan-Oriental, pan-African perspective within the British Empire. So the floor is yours. Well, thank you. Thank you very much, first of all, to Florence and Lotte and Ramine for inviting me. It's a very interesting study day. And I apologize also for speaking in English, but I think, can you hear me? Yeah. My French is probably less easy to comprehend than my English, but although I do understand French and read it. So I'm going to focus on the African Times and Orient Review, which you see. The first issue was published in 1912, and it continued with some interruptions until 1920. But first of all, I want to tell you a little bit about the editor, who I think is a very interesting character, and also his life tells us a little bit about the time, the period in which he lived in England. His name was Dus Muhammad Ali. He was born in 1866 in Egypt. His father was Egyptian and his mother Sudanese. And he was sent to school at the age of 10 in England.
and then went back to Egypt, and then the nationalist uprising in Egypt in 1882. He fled. His father was killed in the uprising, fought in it, and he came back to England as a refugee. And then he tried to become an actor. He did become an actor. He had small parts, like, for instance, an African slave in Julius Caesar, comic parts in pantomimes as a black, or the parts of cruel Arabs and Indians in, for instance, plays about the Indian so-called mutiny. And he became tired of these kinds of very limiting and demeaning parts, so he actually set up his own Shakespeare troupe in England and settled in Hull, which is a city in the north and quite isolated. And there he actually became a teacher of elocution in the very first decade of the 20th century, set up a Shakespeare society, did recitals in Shakespeare, and also published quite a lot in a magazine called The Hull Lady. So this whole notion of this black man, and he was, as you'll see from his photograph, very clearly African, teaching elocution to young ladies, young white ladies in Hull, publishing his work in the Ladies' Journal, the Hull Journal, performing Shakespeare, again gives a whole different perspective on what we think of as Britain at the turn of the 20th century. And the provinces in Britain were often much more liberal, much less racist than London, than the metropolis. So just to add, anyway, he began to write journalism, to contribute journalist pieces to not only to that, but also to a magazine called The New Age, which was a very important modernist, or very important in encouraging modernism in the early 20th century. Contributors included Ezra Pound and T.S. Eliot, and he wrote a series of articles for the New Age, which I put at the bottom the editor. The editor was a man called A.R. Orage. He wrote a series of articles for them, political and cultural. For instance, one of the first ones, which he published in 1910, was an article on black men and white women, another perspective. He himself, he had actually married a white English woman, and but his article was very much about the media presentation of those relationships between black men and white women, and his arguing that in fact it was much more often white men who were violating black women, and that this was not published in the journals. So it was a counter perspective. As an actor, he had also met Oscar Wilde. He had met the Prince of Wales, who was to become King Edward. He wrote a number of pieces about his meetings, his encounters with them, for another magazine called TP's Magazine, published by an Irishman, Thomas O'Connor. And he also wrote a series of pieces for the New Age called A Western View Through Eastern Spectacles, in which he took the persona, a very Orientalist and very exaggerated persona of an Arab who sees Western civilization, quote,
for the first time, and is shocked by the poverty that he encounters in Britain, by the lack of modesty among women, and so on. Those two magazines, I think, which sought to combine politics and art and literature and culture with an interest in the world beyond Britain, became the models for Dost Muhammad Ali's own journal, the Africa and Orient Review. But I think an even more important model for him was the magazine founded by the African American leader W.E. Du Bois in 1910, The Crisis. And that was the journal of the National Association for the Advancement of Colored People. It still exists, as does the association in America. And Du Bois stated that the aim of the crisis was to seek the dream of human brotherhood, to show the danger of race prejudice, and report on the great problem of interracial relations both at home and abroad. And his journal also featured contributions by African American writers and was a very important predecessor to the Harlem Renaissance. Many of the writers who created the Harlem Renaissance were first published in The Crisis by Du Bois. Now, in its second number of The Crisis, December 1910, Du Bois wrote, "We doubt if the 20th century will bring forth a greater idea than the first Universal Races Congress in London in the summer of 1911. Its possibilities are tremendous and its plan unique. The voice of the oppressed alone can tell the real meaning of oppression, and it must be listened to if the world would learn and know." Now, as you probably know, Du Bois famously said, the problem of the 20th century is the problem of the color line, and by color line he meant essentially what people now say by the third world. So Asia, Africa, the Caribbean, Southeast Asia, and so on. So only when people hear those voices, says Du Bois, in a worldwide contact of men in which the voices of all races are heard, shall we begin that contact and sympathy which in God's good time will bring out war and hatred, will bring us out of war and hatred and prejudice and result in a real democracy of races and nations. So 120 years later, we're still waiting for that. So both Du Bois and Dost Muhammad attended the Congress of Race, this Universal Races Congress, in July 1911. It was held in London. The other speakers came from India, China, and Africa, and there were also many African Americans and at least one Native American, as well as many liberal British and Irish delegates. At the close of the conference, the Executive Council called for the establishment of a Journal of Comparative Civilization for the discussion of burning social and economic questions of a day from the standpoint of different national civilizations, ideals, and values. And this resolution gave Dost Muhammad Ali the raison d'etre for starting his own journal, and financed by a businessman from Sierra Leone called Eldred Taylor. And the journal was to combine commercial, political, and cultural interests. The first issue of the African Times and Orient Review was published in 1912, July 1912. Its cover, which you see, was designed by Walter Crane, who was a follower of William Morris, and it was a modified version of the emblem for the Universal Races Congress.
It shows the angel of peace, Concordia, holding hands with Africa and Asia. It declared itself a journal devoted to the interests of the colored races of the world and listed politics, literature, art, and commerce as the areas it would address. The editorial referred to the recent Universal Races Congress, convened in the metropolis of the Anglo-Saxon world, as having clearly demonstrated that there was ample need for a pan-Oriental, pan-African journal at the seat of the British Empire, which would lay the aims, desires, and intentions of the black, brown, and yellow races within and without the empire at the throne of Caesar. According to the editorial, the journal's aim was to correct distorted and prejudiced views of Africans and Asians, to report on the mistreatment of colored peoples both in Britain and abroad, and to create understanding and thus achieve universal brotherhood between white, yellow, brown, and black under the protecting folds of the grand old flag, that is the flag of the British Empire, the Union Jack. So again, there is that interesting contradiction between, on the one hand, contesting colonization, and the other hand, accepting being part of the British Empire. That Patrick has spoken so well about. The intended audience was mainly British, particularly people of influence such as politicians and journalists, but it also, and I think in this sense it was unusual, addressed an audience and subscribers abroad in Africa, India, and North America. Contributors, writers, also came from both Britain and overseas, although a large part of the magazine was written by Dusé Mohammed himself. And you might notice on this front page, this is the 6th issue, that it's advertised as both in sterling, shillings and pence, and in dollars, so that from the very beginning it's assuming it's going to be bought, paid for in a number of different countries. On the second page of the first issue, the editor's range of sympathies and reading is indicated by his call for contributions from the young, and this is a quote, he hopes for contributions from the young and budding Sun Yat-sens, the Mustafa Kamils, the Blydens. Blyden was a Pan-Africanist based in Sierra Leone, I think. The Conrad Reeveses, African-American spokesman, the embryo Frederick Douglasses, and Paul Laurence Dunbar's, the African-American poet. That is, nationalists and writers from China, Egypt, Africa, the Caribbean, and Black America. People who wrote to support the journal and its aims included African-American leaders such as Booker T. Washington and W.E.B. Du Bois, also Sir Sidney Oliver, who was governor of Jamaica, Annie Besant, who supported women's rights and Indian nationalism, the Countess of Warwick, who was a socialist and the former mistress of Edward VII, A.R. Orage, the editor of New Age, and the black musician Samuel Taylor Coleridge. What else did this first issue contain? There were reports on the first Universal Races Congress and also on the first International Conference on the Negro, held in April 1912 at Tuskegee Institute, where Booker T. Washington was president, and where I once taught. I would just add that. There was an article criticizing the Canadian government's refusal to allow visas for the spouses and children of Sikh students. There was a detailed account of the public flogging of 2 Nigerian clerks for their failure to prostrate themselves before a minor British official. This particular story made a strong impact in Britain and elsewhere. There was an article on race problems in Hawaii, and there was also the first of a series of short essays about Morocco by Charles Rocher, who had gone to teach the Sultan of Morocco how to make films.
A great deal of the first issue consists of writing by Dusa Muhammad Ali himself, including a satirical poem called Poor Pompey's Plea to Caesar, which casts Egypt in the role of a slave petitioning Britain. Muhammad Ali also wrote many of the book reviews, mainly of books on Africa and African Americans. And under the nom de plume of the stage Starlight, he also reviewed theatrical shows. For example, he wrote a critical review of the production of Othello, which starred the famous actor Henry Beerbohm Tree, and deplored the tradition of playing Othello as a, quote, cocoa-colored Arab. The gradual whitewashing of Othello and British and American productions, he claimed, ran counter to the language of the text. Later issues followed a similar format. Contributors included the Jamaican Pan-African leader Marcus Garvey, who worked as a messenger boy for the Africa Times and Orient Review in 1912 and 1913 until Deuce Muhammad Ali sacked him because he wasn't efficient enough. And also the Indian nationalist Sundara Raja. In the September and October issues, 1912 issues of African Times and Orient Review, Raja describes Russian barbarities in the Iranian city of Tabriz. He also insisted that in the long run, imperialist powers could not crush the nationalist spirit of the Iranian people and other weaker nations. Other essays describe the Baha'i movement, the lynching of Negroes in the southern states of America, and West African marriage customs. Another article discusses European and US economic pressure on Japan and its effects on cultural and racial relations. These diverse political essays are interspersed with cultural reviews, poems, short stories, and trade advertisements. For example, there is in every issue a full-page advertisement for Uganda Railway, situated in, quote, British East Africa, the land of superior settlers. I think there's a picture of it. Is there? No. Okay. Cultural contributions include dialect verse, a parody of Kipling titled If Kipling Were a Negro, and poems by Sarojini Naidu, the Indian poet and future politician, who was also a member of a circle called the Monday Evening Circle, run by W.B. Yeats and Ezra Pound. There are reviews of musical recitals by the daughters of the great African-American actor Ira Aldridge, as well as an article about Aldridge himself written by Deuce Muhammad. As W.B. Du Bois had predicted, the journal did not succeed in obtaining enough subscriptions or advertisements to survive financially, and it stopped publication in 1914 after only 2 years. Deuce Muhammad managed to produce a few more numbers in 1917 and 1918, and then finally relaunched the journal in 1920 as the Africa and Orient Review. This tactic of addressing nationalist concerns from the heart of the British Empire was also used by 2 other journals published in London during the pre-war period, but which had a narrower focus. The Indian Sociologist, published once a month and edited by Shyamaji Krishnavarma from 1905 to 1914. Actually, from 1909 it was published in Paris, so the first 5 years were in London. For the next 5 years, Krishnamaji was sort of exiled from London, so he continued it in Paris, was fiercely anti-imperialist, advocating force as the only means of defeating the British in India. The Muslim India and Islamic Review, published by the Mosque in Woking, just south of London, was more concerned with reaching a British audience and countering prejudice against Muslims by explaining the beliefs and practices of Islam, but also opposing British policies towards Turkey and publicizing the massacre of Ottoman Muslims in the Balkans. Coming to the end. The creation of the Africa Times and Orient Review was a significant achievement, giving expression to the views and aspirations of many major and minor participants in the development of nationalist, Pan-African, and Pan-Asian thought.
This journal spoke up for the civil rights of all peoples, while its insistence that Africa and the Orient should form a broad resistance to British prejudice and imperialist aims went far beyond the Pan-Africanism characteristic of American and Caribbean movements of the time. Moreover, the journal achieved a remarkably wide readership, reaching out to almost all areas of the British Empire, the Americas, and beyond. Among the places which had agents for the Africa Times and Orient Review were West Africa, South Africa, New York, Louisville, Memphis, Los Angeles, the West Indies, Canada, Australia, New Zealand, Cairo, Tokyo, Calcutta, Lahore, Kuala Lumpur, and Colombo. Thus, Muhammad Ali's originality was in creating a journal which addressed a multiple audience, both inside and outside of Britain. He appealed directly to Britain's growing coloured interracial population, as well as to sympathetic whites, and in this sense was among the first to have a sense of Britain as a cosmopolitan, or in theory, a cosmopolitan culture. Thank you. Thank you so much for this presentation. I think it's quite striking to see that there's proposition that can at the same time open up to Pan-African subjects, to Pan-African questions, and recur to the field of culture. And I would like to ask you a bit more about the texts, the poetical texts that have been published in the journal and the place they have. So there's one motivation for my question, because when one looks at a lot of the periodicals that have been published in the French context in the 30s, but also in the 60s, very often either the context of the empire led to the fact that discussions of identity were taking the place of openly questioning of the imperial situation, because it was not possible. I have the impression that here it's more complicated, because the number of articles that you mentioned that are dealing with political issues is quite high, and at the same time you have these examples of colonial propaganda that may becomes is possible to publish that way, because there is a shared idea of progress and a shared idea of what would it mean to develop a modernist, a modern society. Yes, I think one of the things I found interesting, and it made, and when the discussion of the Japanese Sito journal and the Korean journals struck me more strongly, was that the African Times and Orient Review and others were not modernist in terms of their artistic approach at all. So politically and in a sense in terms of industrialization, modernity was being embraced. But in terms of art, the poetry is sort of very, one would see as belonging to the 19th century, romantic sort of. It's very, very different from, say, the poetry of Ezra Pound or the surrealists and so on. It is very, very traditional in form and in style. And similarly, the stories are realist stories. They're not. They're more like Kipling than. So in terms of the actual artistic productions, and African Times and Orient Review didn't reproduce art. The Crisis did. Du Bois did have quite a lot of illustration and artwork, but again, those were very realist. Also in mode, so there is that odd, I suppose, combination of a traditional forms, realist forms,
but in terms of seeing the countries embrace their own independence, and yet at the same time embracing empire, and the contradiction never seems to be even questioned or resolved in this particular journal, or not till much later. On the Indian sociologist, on the other hand, was totally another thing. It was purely political and purely anti-imperialist. On peut peut-être prendre une question s'il y a quelqu'un qui veut en poser une. Possible en anglais, en français, on vous traduirait. Sinon, je propose que, parce qu'on était censé s'arrêter il y a genre un 3/4 d'heure, that we will stop there and go to eat and continue our discussion around the table. Thank you so much.